Michel Ferrier, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo pour analyser les événements récents en France, puisque aujourd'hui nous sommes dimanche et hier il y a eu une grande manifestation à Paris des Gilets jaunes et dans toute la France. Comment tu analyses ces événements? Oui, alors les événements des Champs-Élysées, tout simplement de samedi soir, sont assez impressionnants. Les dégradations notamment sur ce symbole comme français par excellence, un symbole de victoire, qui est l'Arc de Triomphe à Paris, est assez scandaleux. Donc les tags d'ailleurs qui ont été dessinés ne trompent guère personne, ce sont des messages antifascistes ou confus. Et puis un étrange message sanglier qui a été écrit sur l'Arc de Triomphe. Message étrange, peut-être une provocation identitaire ou une provocation antifasciste d'ailleurs, ou même l'effet de l'alcool, que sais-je. Ce qui est sûr, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes inquiète beaucoup le pouvoir parce qu'il est très difficile à analyser. On a affaire à une sorte de jacquerie médiévale, mais d'échelle nationale. C'est un bordel pas possible. C'est-à-dire que toutes les causes les plus contradictoires se mêlent pour rejeter le pouvoir. Donc ça traduit quelque chose, c'est que ça traduit le rejet d'à peu près toutes les institutions françaises. C'est un rejet de la personne du président de la République. Pas seulement la fonction d'ailleurs, mais la personne d'Emmanuel Macron, qui est clairement rejetée. Comme était rejeté François Hollande, mais au bout de 3 ou 4 ans de mandat. Là, c'est au bout d'1 an et demi que le rejet est extrêmement profond. Rejet d'un gouvernement dont on connaît très peu de figures et dont, d'une manière générale, on n'est pas séduit par de grandes personnalités. Et effectivement, Castagnère, par exemple, ne paraît pas un orateur hors pair, et les Florence Parly ou d'autres encore semblent très effacés. Je pense que c'est un vœu au départ du président de la République qui ne voulait pas de concurrence. Il a pris un Premier ministre relativement effacé et il a un gouvernement relativement effacé. Il a dépossédé globalement tous les acteurs de la politique de leur existence. C'est-à-dire les maires aujourd'hui n'apparaissent plus comme des acteurs. Les sénateurs, les députés paraissent être des députés d'abord très mal formés, avec des profils extrêmement variés mais assez peu crédibles. Aucune figure là aussi ne s'en dégage. Donc, finalement, Macron est seul face au peuple. Les syndicats sont désavoués. Il y a une manifestation de syndicats samedi à Paris, CGT, réunit 1000 personnes. Le vendredi, il y avait une grève de la fonction publique, je n'ai pas vu un gréviste. En conséquence de quoi, eh bien, on voit bien que le discours des syndicats ne passe plus, la récupération des syndicats ne passe plus, les partis politiques ne passent plus, que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen d'un côté ou les partis classiques du système, ça ne passe pas, le discours ne prend pas, et il n'y a pas de récupération politique. Non pas seulement parce que les Gilets jaunes n'en veulent pas, mais parce que finalement c'est impossible de récupérer des revendications contradictoires. Vous avez des revendications très libérales. Il s'agit tout simplement de libéraliser l'économie, de diminuer le poids de l'État, de diminuer le poids des charges sociales pour les entreprises, de diminuer les impôts. Ça, c'est une première revendication. En même temps, vous avez une revendication où il faut augmenter de 200 € le SMIC, où il faut garantir la retraite à 60 ans, ce qui est complètement contradictoire. Donc, un besoin d'étatisme forcené, mais en rejetant l'État en place, un besoin de liberté revendiqué. Le thème de l'immigration est un petit peu abordé par le biais du droit d'asile, mais c'est assez confus. On peut d'ailleurs penser qu'en fonction des villes, en fonction des groupes, c'est pas la même ligne qui est défendue. Tous se rallient à cette image du gilet jaune qui indique généralement qu'on est en danger sur l'autoroute et qu'il s'agit de se signaler. Parce que concrètement, le gilet jaune au départ, c'est ça. C'est un symbole de sécurité. Et ce symbole de sécurité devient un symbole de révolte. C'est paradoxal. De révolte d'abord des automobilistes, qui en ont assez d'être des vaches à lait et de devoir payer leur essence encore plus cher pour financer le gouvernement, l'État. Le vrai problème aussi, c'est que fait l'État de l'argent public. On sait que l'État français, comme l'État italien et les autres États, sont obligés de respecter des critères de convergence qui sont établis au sein de l'Union européenne et dans le cadre de la globalisation. Ces critères, ils les ont voulus, les gouvernements. Et donc, Macron en particulier, qui se fait un défenseur acharné de l'Union européenne actuelle, est bien obligé de respecter la parole donnée de la France par rapport aux autres acteurs de l'Europe. Conséquence de quoi il est enchaîné. Donc il ne peut que répartir des sommes d'un côté vers l'autre, mais il ne peut pas faire grand-chose de plus. Ce qu'il prend d'un côté, il le donne de l'autre. La question se pose donc de faire des économies tout simplement, parce que lorsque l'État n'a plus assez d'argent pour pouvoir défendre ses citoyens, il doit faire des économies.
Or, il y a une façon évidente de faire des économies, c'est de s'attacher au coût exorbitant que représente l'immigration en France, l'immigration post-coloniale, et l'assistanat qu'il génère. Le vrai problème, il est là aujourd'hui, c'est-à-dire que ce coût-là est exorbitant. Et beaucoup de Français se rendent bien compte que leurs impôts ne servent pas à leurs enfants, ne servent pas à l'avenir de leur pays, mais servent à acheter la paix civile. La nouveauté, elle est là. C'est qu'avant, la paix civile a été mise en danger par les émeutes des banlieues. Je me souviens des émeutes sous Chirac. C'était les populations issues de l'immigration qui se révoltaient pour X ou Y raisons contre le système français en place. Ce n'est pas le cas des Gilets jaunes. La part des populations issues de l'immigration postcoloniale au sein des Gilets jaunes est marginale, voire dérisoire. C'est d'ailleurs pour ça que les discours de Mélenchon ne prennent pas. Et ces Gilets jaunes, effectivement, peuvent associer des gens de toutes les catégories sociales, ouvriers, employés, fonctionnaires, et aussi bien des cadres, et même de petits patrons, des PME. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui dépasse le cadre classique. On voit même des grands patrons et même des acteurs de cinéma prendre position en faveur des Gilets jaunes. Alors, prendre position en théorie, hein, ils ne vont pas s'y mêler. Mais on voit bien qu'il y a un soutien populaire de ces Gilets jaunes. Les sondages disent 75-80% de soutien. Alors, ils soutiennent quoi? Vu que le programme des Gilets jaunes est incohérent, voire même qu'il n'existe pas, c'est pas les Gilets jaunes qui soutiennent. Qu'est-ce qu'ils soutiennent? Sans doute le symbole. Je pense que les Français en ont marre, et ils se disent que ces Gilets jaunes font le travail pour le plus grand nombre. Tout le monde n'a pas vocation et nature à aller à s'afficher, bloquer des rues, etc. C'est pas la nature profonde de beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens ne le font pas. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne le font pas, ils sont contre ce qui se passe. Et d'une certaine manière, on voit d'ailleurs très peu de gens dire qu'ils sont vraiment contre. Il y a Asselineau qui s'est laissé aller à dire que ça ne comptait pas, et qui rejette tout intérêt à ce sujet. Mais par exemple, Philippot, qui est sur une ligne plutôt souverainiste aussi, a bien compris que derrière il y avait quelque chose. Et non, lui-même apporte une mauvaise solution logique, et il dit qu'il faut taper sur l'Union européenne. Voilà. Les Gilets jaunes doivent s'opposer à l'Union européenne. C'est pas la question de l'Union européenne. S'il y avait des Gilets jaunes européens, si ce mouvement était présent en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, partout dans toute l'Europe, il y avait une expansion, ce qui peut après tout arriver, de ce mouvement. On pourrait poser la question de savoir si c'est pas un rejet de l'Union européenne global. Là, c'est quand même très franco-français. Je pense qu'effectivement, les solutions politiques maintenant sont limitées. Il faudrait parler de cette transition écologique d'abord. Parce que le point de départ de cette jacquerie généralisée, c'est donc une augmentation de la taxation du diesel. Il faut savoir que le diesel est quand même parmi les pétroles travaillés, parmi les essences, l'une des moins polluantes aujourd'hui. Elle l'est trop, bien évidemment, mais elle l'est beaucoup moins. Voiture électrique, effectivement, une voiture électrique, ça peut être bien pour l'écologie, à condition qu'on ait des centrales nucléaires. C'est assez amusant, c'est que tous ces écolos gauchos sont contre les centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'en Allemagne, par exemple, aujourd'hui, l'Allemagne pollue beaucoup plus qu'elle ne devrait polluer, parce qu'elle a été obligée de remettre en service des centrales à charbon. Or, il faut être clair, il vaut mieux une voiture au diesel qu'une voiture à l'électrique produite par du charbon, concrètement. Donc taxer le diesel, c'est pas une mesure écologique. Vouloir limiter le nombre de centrales nucléaires à l'avenir, c'est pas une mesure écologique. Faire de l'éolien, c'est démagogique et c'est pas une mesure écologique. La vraie mesure écologique, c'est quoi? C'est effectivement axer une grande partie de la production énergétique en Europe sur le nucléaire, donc obliger par exemple l'Allemagne à rouvrir ses centrales. C'est multiplier les approvisionnements possibles de l'Europe en matière de pétrole, peut-être avec le pétrole sous-marin, du sous-sol arctique par exemple, avec la Russie, un partenariat avec les Russes. C'est aussi tout simplement les gestes quotidiens à l'écologie. L'écologie, c'est arrêter d'abattre des loups pour plaire à la surproduction agricole, et de l'élevage notamment. L'écologie, c'est effectivement éviter les déchetteries les déchetteries sauvages. Il y en a beaucoup. Les gens n'ont aucun respect. Vous allez à Paris, vous allez voir, les rues sont dégoûtantes. Donc après, vous avez une prolifération de rats, et ça aussi, c'est l'écologie. L'écologie, c'est pas d'emmerder les gens, concrètement, avec des taxes punitives, qui donnent l'impression que on se donne bonne conscience. Parce que l'écologie, c'est le rare domaine où
une action internationale peut avoir du sens. Effectivement, l'écosystème est mondial, la planète est une, et l'action d'un côté peut être annulée par l'action des autres. L'écologie est incompatible avec la surdémographie. Surdémographie en Inde, surdémographie en Chine, surdémographie aussi beaucoup, maintenant de plus en plus, en Afrique subsaharienne. L'écologie, c'est dire que 4 milliards d'Africains en 2100, c'est pas très bon pour l'écologie. L'écologie, c'est de dire aussi que l'immigration, c'est augmenter le nombre de gens qui vont dans des pays qui polluent plus. Plus on fait venir de gens en Europe, plus on augmente le nombre de pollueurs potentiels d'un pays industriel. L'écologie, c'est aussi dire que si l'Afrique et les pays du tiers-monde se développent, et veulent se développer comme nous, il n'y a plus de question d'écologie. Donc l'écologie implique certainement de la douleur, ça implique certainement des sacrifices. Mais il faut que ces sacrifices ne soient pas unilatéraux. Si l'Europe ne va pas faire des efforts écologiques énormes, annulés de toute façon derrière par tous les autres pays du monde. Ça ne sert à rien. Pourquoi finalement s'affaiblir, pourquoi se mettre un boulet au pied que les autres ne font pas? On voit bien qu'aux États-Unis, même au Brésil, l'écologie, pourtant importante, ça ne parle pas, ça ne compte pas. Donc l'Europe n'a pas à faire une transition écologique que les autres ne feront pas, et alors eux vont faire une transition polluante d'ailleurs. Parce que les pays émergents font dans la transition polluante et pas dans la transition écologique. Ça, c'est le cadre général de l'écologie. L'écologie de gauche est une escroquerie. C'est une escroquerie intellectuelle parce qu'il ne s'agit surtout pas de dénoncer les vraies causes des problèmes planétaires en matière d'environnement. Donc les Français n'ont pas envie d'être les payeurs d'autres pollueurs, finalement. Parce que les efforts qu'on fait chez nous vont être annulés par les autres. Et cette écologie punitive n'intéresse que les bobos gauchos. Ça n'intéresse que la bourgeoisie des grandes villes qui ne vit même pas avec la nature. Un chasseur, un agriculteur a un rapport avec la nature beaucoup plus fort que, par exemple, les véganes qui vont nous expliquer qu'il ne faut pas manger de viande, mais qui n'ont jamais vu une vache dans un pré, qui dénoncent effectivement des modes parfois d'abattage scandaleux, mais qui ne se posent pas la question de savoir ce que deviendraient les animaux d'élevage sans l'élevage. Une vache laitière, effectivement, si elle ne produit plus de lait, ça ne sert à rien. Une vache à viande, si on ne peut plus la battre pour en découper les chairs, elle ne sert à rien. Ce sont des animaux qui n'existent pas dans la nature. Ils n'existent que par création de l'homme. Alors il faut bien sûr bien les traiter comme tous les êtres vivants. Il n'y a pas de raison de les maltraiter excessivement. Mais il ne faut pas oublier leur finalité. La finalité d'un animal d'élevage, c'est d'être élevé et éventuellement d'être abattu pour être mangé. C'est comme ça. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si le lion, le loup ou le tigre respectent la victime? Pourtant c'est naturel. Et c'est l'écologie. Alors, c'est ça le vrai décalage. Les élites veulent plaire à cette caste de bobos dont ils sont issus et dont les préoccupations sont complètement décalées du réel. Je crois qu'Emmanuel Macron, il est simplement un homme de son temps et un homme de sa caste. Donc, ses préoccupations sont celles de quelqu'un de sa caste, c'est-à-dire celles de 1% des gens. Et c'est difficile pour lui de parler à une autre population qui ne pense pas du tout comme lui, qui n'a pas du tout les mêmes logiques que lui, qui se fout de l'économie intellectuelle, qui se fout de tout ça. C'est difficile. Et je crois qu'il n'est pas armé pour ça. Je crois qu'il a été choisi parce que le système a été à bout de souffle avec Hollande, et ils se sont imaginés qu'il fallait un technocrate à leur botte, qui soit relativement bon orateur, malgré tout, dynamique, qui donne l'impression d'un vrai changement politique. Mais ça ne se décrète pas. On a donc un technocrate qui est devenu président, qui est devenu impopulaire en un an et demi comme aucun président n'est jamais devenu, un gouvernement inaudible, des ministres dont on connaît à peine le nom, des députés totalement inconnus, sans formation, avec des profils, comment dire, d'une variété extrême, et des gens qui parfois parlent à peine français, ce qui pose d'ailleurs comme question. Vous avez tout et n'importe quoi, mais vous n'avez aucune figure. Vous avez des gens qui ont peur, parce que les députés d'En Marche, ils ne sont pas très courageux. Ce sont des gens qui viennent de la société civile, comme on dit, mais ils ne savent pas trop où ils habitent. Et eux-mêmes, d'ailleurs, pour être tout à fait gilets jaunes s'ils n'étaient pas députés de la République En Marche. C'est ça le problème. Il y a des gens d'extrême de gauche durs chez Macron, des gens de droite durs, des gens de centre de gauche, du centre droit, de l'écologie. Alors, Macron est embêté. Puis il y a les élections européennes qui arrivent, et là, elles risquent d'être mauvaises. Au départ, tout était bien parti. La République En Marche était devant dans les sondages le Rassemblement National de Marine Le Pen. Puis il n'a pas cessé de décliner. Alors il décline, mais pas parce que Wauquiez monte, Wauquiez a l'air d'avoir du mal à émerger, au contraire,
mais parce que, par exemple, les Verts ont l'air de remonter la pente en France, en Allemagne aussi. C'est assez logique d'une certaine manière, parce que les Verts, ce sont les mondialistes purs. Et Macron lui-même, finalement, pour un mondialiste, il est déjà has-been. Donc, pourquoi pas Europe Écologie, pourquoi pas les Verts de rouge. Voilà un petit peu ce qui se passe. Donc je pense que le gouvernement là est dans une impasse. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est très difficile de faire une projection de ce mouvement. La logique voudrait que Macron finisse par céder sur la taxe diesel, qu'il y renonce. Peut-être rapidement. S'il s'entête, et si la popularité augmente encore, si les élections européennes se soldent par un score lamentable de la République en marche, je vois difficilement comment elle va tenir. Parce que c'est vraiment un homme seul. Le départ de Collomb lui a fait beaucoup de mal, et je ne vois pas de ministre à forte personnalité. Quoi qu'on pense de ces gens, Valls était un ministre à forte personnalité, Sarkozy du temps de Chirac, ou Villepin étaient des ministres avec une certaine personnalité, mais est-ce qu'il y a une personnalité notable de la République en marche? Je n'en connais aucune. Bruno Le Maire a l'air assez effacé, Castagnère a l'air grande gueule, mais ça n'a pas l'air d'aller loin derrière. Il n'y a pas grand monde pour prendre le relais. Si Macron vire Édouard Philippe, qui met qui? Si Macron vire Castagnère, il met qui? Pas évident. On a bien vu, par exemple, que pour le ministère de l'Intérieur, il y aurait eu 6 ou 7 candidats qui se seraient défaussés. Les gens n'ont pas envie d'être ministre de Macron. Et Collomb, qui sentait que ça allait mal se passer, a pris la tangente assez rapidement. Donc on a l'impression que c'est une fin de règne, mais 18 mois après l'élection. Est-ce que Macron peut remonter la pente? Est-ce qu'il peut trouver des solutions nouvelles? D'abord, il faudrait s'ouvrir. Il faut renouveler le staff, complètement. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce que des gens vont vouloir s'associer à un président qui chute dans les sondages à ce point? Les institutions le maintiennent en pouvoir jusqu'en 2022. Mais avec Hollande, c'était épuisant. Les 2 dernières années de François Hollande étaient épuisantes pour le pays. Les comparaisons que font certains avec Louis XVI ne sont pas très rassurantes. Donc le pouvoir est menacé pas par une instabilité économique forte, pas menacé par un risque réel de révolution. Aucune des conditions sont remplies pour une révolution de toute façon. Il ne risque pas d'être lâché par les forces de l'ordre, même si celles-ci s'épuisent à défendre un régime aux abois. Elles vont continuer de le faire. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il peut démissionner? Est-ce qu'il va le faire? Est-ce que les gens exigent qu'il démissionne d'ailleurs? Parce que c'est tout de dire Macron démission ou pas. Voilà les réponses que personne n'a. Et je ne les ai pas plus que les autres. Mon sentiment personnel, c'est qu'on constate quand même l'impuissance du pouvoir politique et le rejet de toutes les institutions, y compris les syndicats. Ces syndicats dits représentatifs, qui n'ont jamais été représentatifs que de l'extrême gauche, semblent, sur le déclin. Ils ne sont plus capables d'avoir l'audience du peuple. Quant aux médias, j'ai l'impression que leur crédibilité n'existe plus du tout. Les réseaux sociaux ont considérablement affaibli la parole médiatique. Et il faut dire que le niveau moyen des intervenants dans les médias paraît faible. Pour avoir regardé avec un camarade hier les BFM TV et iTélé et CNews, puisque ça a changé de nom, et même LCI, le niveau était catastrophique. Niveau catastrophique, d'abord beurrage de mou, des chiffres qui sortent du chapeau, des intervenants complètement décalés. Donc il y a un intervenant sur CNews dont on m'échappe, qui était prétendu spécialiste des mouvements sociaux, et qui a passé quasiment son temps à dénoncer une ultra-droite ou une extrême-droite qui aurait été à la base de tout. Concrètement, si on l'écoute, tout est de la faute de l'extrême-droite, les gilets jaunes ont été manipulés, on a un discours complètement à côté de la plaque. L'extrême-gauche était majoritaire et dans les actions violentes. Les tags qui ont été faits sont tous ou presque des slogans d'extrême gauche, antifascistes, anti-bourgeois, antisociaux, au sens anti-société, tout simplement, rejet de la société, pillage, fracassage, attaque contre les policiers. On sait très bien que l'ultra-droite a plutôt tendance à soutenir la police. L'ultra-droite, elle voudrait plutôt que la police se retourne de son côté. C'est pas du tout le discours de l'extrême gauche qui, elle, considère que les forces de l'ordre sont des forces au service du grand capital.
la haine qu'un homme d'extrême gauche peut avoir un policier est sans commune mesure avec le rejet qu'un homme d'extrême droite pourrait avoir pour la police. Un homme d'extrême droite va déplorer que la police ne soit pas plus courageuse. En même temps, très lucidement, il faut être honnête, un fonctionnaire de police c'est un fonctionnaire comme un autre, qui a une famille, etc. Il ne va pas perdre son emploi, se retrouver dans la précarité, en refusant d'obéir à des ordres de sa hiérarchie. Il faut quand même savoir que ce soit un militaire, policier, gendarme, ce sont des gens qui respectent la loi, plus que les autres, évidemment, ils sont un modèle. Il ne faut pas attendre d'eux, des désobéissances civiles. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas, sauf des cas épisodiques individuels qui, très rapidement, seront plus en fonction. Moi, je considère que les forces de l'ordre font leur travail. Il n'y a aucune raison de s'en prendre à eux. Évidemment, en cas de processus révolutionnaire, comme en 1789, il est clair que les forces de l'ordre pourraient basculer. Elles basculeraient parce que le pouvoir est mort. Aujourd'hui, il n'y a aucune condition d'un phénomène révolutionnaire. On n'est pas en 1789, on n'est pas en 1848, on n'est pas à la Commune de Paris. Paris est plutôt bourgeoise, voilà, et le milieu social prolétaire est quand même affaibli en France. Et ce qu'on peut simplement signaler, c'est que cette fois-ci, le mouvement social, en question en tout cas des Gilets jaunes, est essentiellement indigène. Bon, ça veut dire que si le peuple français, qui a l'air quand même bien gentil depuis des années, en arrive, au-delà des questions des extrémistes, à vouloir faire parler un langage de la force, c'est quand même qu'on est dans un cadre politique qui est extrêmement catastrophique, parce que c'est pas quelque chose d'habituel. Voilà ce qu'on pouvait dire des Gilets jaunes. Je pense effectivement que ça n'abouchera pas à grand-chose, mais si ce n'est à l'effondrement encore davantage de la majorité présidentielle, et donc à une punition probable aux élections européennes.